Un mot sur l'Europe, l'Europe actuelle, qui est assez étonnante parce que son idéal, c'est la gestion, c'est le bon fonctionnement, et il semblerait que son idéal, un petit peu à peine non dit, un petit peu caché, ça serait de se poser comme la puissance mondiale face aux États-Unis, qui seraient déclinants, et puis qui ferait face à la Chine ou à l'Inde dans l'avenir. Et donc ça la pousse à grossir de plus en plus, quitte à devenir de plus en plus impuissante à mesure qu'elle grossit, de plus en plus grasse. Et quitte aussi à toucher et gratigner des frontières, des zones qui sont des zones chaudes. Vous voyez, toute la salade qu'il y a eu pour intégrer ou pas intégrer la Turquie. Vous voyez, la Turquie en Europe. Puis la Turquie a été recalée. Puis en fait, la Turquie avait des fortes tendances islamistes qui se sont exprimées. Et heureusement, la Turquie n'est pas en Europe. Mais il était question, voilà, de l'intégrer puisqu'elle remplissait les bons formulaires, les bons quotas, les bonnes cases. Et là, ça s'est étendu vers l'Ukraine, en froissant d'une façon assez étonnante, un manque de psychologie stupéfiant, en froissant la susceptibilité russe, en diabolisant ce type Poutine qui est un nationaliste, qui roule pour son pouvoir, comme d'autres, pour son pays, pour lui donner, je ne pense pas plus de terre, mais lui donner une plus grande aura. Et voilà qu'on les gratigne et ça donne des choses qui, là encore, se traitent presque subjectivement. On dirait deux amours-propres froissés, l'amour-propre européen qui soi-disant défendrait les droits de l'homme et puis l'amour-propre russe qui soi-disant piétinerait les droits de l'homme. Je ne sais pas comment se portent les droits de l'homme d'un côté et de l'autre, mais je ne suis pas sûr que dans l'une ou l'autre des parties, il soit très florissant. Je veux dire que l'indignité, la perte des droits en Europe même est peut-être très comparable à la perte de dignité de l'autre côté. Donc c'est étonnant, mais moi ce qui m'étonne beaucoup plus, on parlait de la guerre d'Irak faite par les Américains, et l'Europe n'a pas voulu s'y associer et pose, fallait-il faire la guerre d'Irak? Est-ce qu'on n'a pas réveillé tous ces mouvements djihadistes qui sinon ne seraient pas apparus, ce qui est une illusion totale? Ça me fait penser à des questions qui se sont souvent posées à propos de la guerre de Gaza. Est-ce qu'il fallait qu'Israël riposte? Et là, ils sont en train, les Américains comme les Européens, de mettre au point des ripostes par bombardement ciblé, c'est-à-dire exactement ce qu'ont fait les Israéliens de l'autre côté, mais avec, du côté de l'Europe, une peur. Et c'est là ce qui est le point le plus inquiétant. Je pense que face à l'islam militant, à l'islam combattant, à l'islam prosélyte, et l'Europe affiche une peur qui relève d'une culpabilité perverse, c'est-à-dire qui consiste à se poser comme coupable face aux gens qui ne sont pas assez élevés, assez hauts dans la dignité humaine pour venir à la hauteur
de l'européen, et donc ça traduit surtout un sentiment européen très imbu de sa supériorité, mais qui se traduit en termes de culpabilité. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose qui prend racine, je pense, dans l'essence chrétienne de l'Europe, où l'idée ce serait, devant le fort, se maintenir faible. Devant le mal envahissant et faire s'incliner. Comme pour donner à l'autre, ne pas résister au mal. Et comme pour donner à l'autre la chance de se mettre lui-même en question. Et que ça ne vienne pas de nous. Qui sommes-nous pour lui faire la leçon, pour le juger? Et quand cette idéologie-là se traduit en termes politiques, c'est une démission d'autant plus terrifiante que l'autre est parfaitement conscient et décidé à profiter de cette faiblesse affichée. Et donc, on est dans le paradoxe où le fort joue le faible et angoisse ou panique le faible qui ne peut que devenir violent.